Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin Bretagne. Allez, on est ravis de vous retrouver après ce week-end. Durant cette petite heure d'émission, on va mettre l'accent sur la prévention de la souffrance en entreprise du côté du dirigeant, parfois tiraillé entre réalités économiques et valeurs personnelles. Et parce qu'il tient à son autonomie, il a souvent du mal à demander de l'aide. Alors quels signes doivent alerter l'entourage? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec Marie Fèvre, co-auteur d'un livre qui fait le buzz en cette rentrée, La souffrance de l'entrepreneur, publié aux presses de l'EHESP. Nous donnerons aussi un coup de projecteur, comme chaque lundi, sur les innovations imaginées et réalisées par des Bretons, en compagnie de Stéphane Gramont. À la veille du SPACE, le salon de l'agriculture, vous le savez, nous vous présenterons Spoutnik, un robot rennais qui permet d'éduquer les poules. Nous nous intéresserons également à notre santé, manger moins gras, moins sucré, moins salé, le tout avec son téléphone portable. Et oui, de nombreuses applications proposent de nous aider à y voir plus clair. Eh bien, nous ferons le point avec notre expert conso, Olivier Dauvert. Et puis nous parlerons de mode. Qui a dit que les bigoudaines étaient ringardes? Au contraire, elles furent de véritables fashionistas, mais on ne le sait pas. C'est ce que démontre, vous le verrez, une exposition qui se tient en ce moment au musée Bigoudin de Pont-l'Abbé. Sans oublier l'ami Billy que nous retrouverons à la SPA de Rennes avec de nouveaux compagnons à adopter. Allez, elle n'est pas à adopter, mais on la retrouve avec grand plaisir, notre chère Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Laurence. Ça va bien? Bien et vous? Eh bien oui, alors dites-nous tout. Alors, du côté du ciel, on va adopter des nuages ce matin ou pas trop? Un tout petit peu nuage, mais rassurez-vous, ça ne vous empêchera pas de profiter de cette fin d'été qui est encore très agréable. Il fera d'ailleurs jusqu'à 21 degrés, on peut le dire, à Plouganou. Ah, Plouganou, bah oui, on connaît vous bien. Connaissez? Bah oui, baie de Morlaix, Nord Finistère, magnifique région. On fait un petit coucou alors aux Plouganistes. Voilà, aux Plouganistes qui sont au nombre de 3000 à peu près. Voilà, Plouganou, sa mairie, sa plage, sa boulangerie. Bonjour à vous. Sa jolie pointe du Diben. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. On attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Et puis, bah voilà, c'est le moment de se retrouver. A tout de suite, 9h50 le matin Bretagne. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous, ravie de vous retrouver en cette matinée. Je suis bien entourée, comme chaque jour, hein, et c'est encore vrai aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence. Bienvenue à vous. Reprise après ces vacances, vous êtes toujours en forme comme d'habitude et toujours gourmand, c'est ce que je peux constater avec votre chemise. Oui, mais je ne l'enlèverai pas. Quelques petits macarons. Je n'osais pas le demander. Bon, allez. Bonjour, mais au moins c'est clair. Mais au moins c'est clair. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence et bonjour Yann à tous les plouganistes, plouganaises, voilà. plouganois. Oh oui, j'ai oublié. Bonjour à tous les deux, Yann et Stéphane. On parlera de robots et de poules avec vous. Eh bien oui, on ne voit pas forcément quel est le rapport, mais on verra ça tout à l'heure. Et puis à vous, bonjour Marie Fèvre, bienvenue à vous. Vous êtes présidente de l'IREPS Bretagne, la structure qui met en place les actions de prévention de l'Agence régionale de santé. Vous êtes responsable prévention chez MBA Mutuelle et puis vous êtes co-auteur d'un livre qui fait le buzz, La souffrance de l'entrepreneur. On en parlera tout à l'heure. Allez, pour l'instant, je vous propose de retrouver quelqu'un qui est toujours positif. Je sais que c'est un état d'esprit qui vous tient à cœur, Marie. Il s'appelle Billy et on le retrouve à la SPA de Rennes dans l'espoir de nous faire adopter un animal. Bonjour Billy. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, on a le droit à ce superbe soleil qui est là. Bonjour Jennifer. Bonjour. Ça va bien cette semaine? Oui, ça va, merci. Alors aujourd'hui, on a un petit loulou à vous présenter. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle Nesquik. Nesquik. Petit quick. Bonjour. Alors tout à l'heure, le cadre nous avait fait une petite blague. L'année dernière, on vous a présenté Poulain. Maintenant, on vous présente Nesquik. Alors le petit Nesquik, quel âge il a? Il a 1 an, donc c'est un très jeune chien qui est arrivé avec pas mal de problèmes de comportement en fait, et qui ont été résolus depuis parce qu'on a beaucoup travaillé justement en éducation positive avec lui et il a beaucoup évolué, que ce soit avec ses congénères et avec les humains. C'est vraiment un super chien. D'ailleurs, on avait dit qu'on ferait un jour un truc sur l'éducation positive. Pas très à l'aise. Ça, on montrerait. Là, il se montre bien comme il faut, un beau galbe, tout va bien. Est-ce qu'il aime les chats? Alors les chats, oui, on a travaillé ça aussi et franchement, ça va de mieux en mieux. Donc c'est un chien, il faudra poursuivre son éducation, mais voilà, c'est un chien très à l'écoute, qui apprend très vite et qui pourra vraiment évoluer et rendre une famille heureuse parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un chien super. Ouais, il est calme en tout cas là avec nous. Bon, il a besoin de se dépenser aussi, hein. C'est un chien quand même assez dynamique, mais voilà, il a ses moments de calme, ses moments de tendresse aussi. Ok, et ben Nesquik, il est là, ici, au SPA de la route de Lorient à Rennes. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, Nesquik nous attend, vous avez compris le message. Stéphane, on va vous retrouver non pas avec des chiens, mais avec des poules. Bah, moi, je vous propose d'adopter Spoutnik. D'accord. C'est un petit robot qui ne tombe pas la pelouse, mais qui pourrait presque aller sur Mars.
Et il est né il y a 1 an, quasi jour pour jour. Enfin, en tout cas, il a été dévoilé il y a 1 an, quasi jour pour jour au SPACE, le salon de l'élevage qui se tient en ce moment à Rennes. Et Yann Courcou est là pour nous en parler. Mais on y était à cette présentation. Je vous propose de regarder ça. Justement, regardons. Dans ce poulailler, pas de renard en vue. Seulement Tiwan, c'est son nom, un robot très attachant. Sa mission, éduquer les poules à aller dans le pondoir. Un système de géolocalisation lui permet de suivre une trajectoire définie. Ce prototype révolutionnaire, présenté au SPACE, c'est une idée de Benoît, aviculteur, pour aider sa femme dans son travail très répétitif. C'est à peu près 2 fois par heure et par jour pendant 5 semaines, donc c'est à peu près 8 km. Alors bon, avec des problèmes de fatigue et tout ça, un jour je lui ai dit mais c'est complètement inhumain ton truc, j'ai dit il va falloir qu'on trouve une solution. Tiwan, c'est la star du salon. Des dizaines d'agriculteurs se sont montrés intéressés. Ses concepteurs espèrent une commercialisation l'an prochain. Voilà, alors c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Hein, il a grandi depuis quand même, non? Et il a grandi un peu, Yann Courcou. Il a grandi, et il a changé de nom. Il a changé de nom, donc effectivement là il s'agissait de la première maquette qui avait été dévoilée au SPACE en 2016, pour lequel on a eu un InnovSpace 3 étoiles, donc le coup de cœur du jury du SPACE. Et le lancement commercial, donc entre cette maquette et un produit commercialisé, s'est fait 1 an plus tard au SPACE en 2017. Alors on le voit dans le sujet, à l'origine il y a un éleveur qui avait manifestement des soucis de pénibilité au travail et qui voulait arranger ça. Alors c'est vrai que ce robot, en fait, il est là pour essayer de régler un problème vieux comme le monde, j'ai envie de dire, qui est que dans un poulailler, les poules pondent au sol, partout. Alors c'est sympathique quand c'est un poulailler de quelques poules à l'arrière du jardin, mais quand vous avez un poulailler avec 8000 ou 10 000 animaux qui doivent pondre dans des nids pour avoir des œufs qui sont propres, ça devient problématique pour l'éleveur. Et la seule façon en fait d'éduquer les poules à aller au nid, c'est ce que décrit Benoît Savary, c'est en fait de marcher toute la journée pour faire bouger les poules, les déranger en fait au sol et leur faire comprendre que c'est pas là qu'elles doivent pondre, c'est vraiment dans les nichoirs. Donc ça fait plusieurs kilomètres chaque jour. Si vous avez 2 bâtiments, vous pouvez vous retrouver à faire une vingtaine de kilomètres par jour. Et en plus, il faut se baisser pour ramasser les œufs qui sont pondus par terre, parce qu'on ne peut pas les laisser au sol. Et c'est un milieu un peu... Alors c'est un milieu où il y a quand même pas mal confiné. de poussière, il y a pas mal d'ammoniac, donc c'est pas des conditions qui sont quand même très agréables pour un éleveur. Donc une forte pénibilité, beaucoup de pression, parce qu'en fait si on loupe cette période, j'ai envie de dire qu'après, une fois que les poules ont pris l'habitude de pondre au sol, c'est fichu. Et on ne peut pas revenir dessus, donc on peut se retrouver avec un pourcentage non négligeable finalement de sa production qui est par terre. Et ces œufs qui sont pondus par terre sont déclassés aujourd'hui. On ne peut pas les vendre. On ne peut pas les vendre parce que c'est des œufs qui peuvent avoir des micro-fêlures et donc des bactéries en fait qui passent. Et aujourd'hui, on sait que les consommateurs attendent plus d'antibiotiques, plus de pesticides, etc. Donc les règles ont changé et on attend aujourd'hui des œufs vraiment d'une propreté impeccable. Et puis la coquille de l'œuf est poreuse. Exactement. Donc même si c'est dans un univers propre, de toute façon il rentrera toujours quelque chose. Donc si c'est sale, n'en parlons pas. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler quand même du bien-être animal dans tout ça? Parce on peut se poser la question, parce que puis il y avait la question des œufs en cage aussi, les grandes surfaces, les enseignes, la grande distribution qui ont dit un jour, d'ici 1 an, 2 ans, on commercialisera plus d'œufs pondus en cage. Elles seront toutes élevées au sol. Donc évidemment, parce que quand un œuf est produit en cage, la cage est légèrement inclinée, donc l'œuf dégringole et arrive sur un tapis, on n'a pas besoin de le ramasser. Donc là, c'est l'inconvénient de cette évolution qui est quand même positive pour les poules, parce que finalement, au sol, c'est mieux qu'en cage. Ouais. J'ai un spécialiste avec moi. Je suis paysan de formation, si vous saviez. Et il pond des œufs parfois. Accessoirement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pareil, on se préoccupe, il y a vraiment une poussée sociétale sur tout ce qui va être bien-être animal. On ne veut plus voir de poules en cage, ce qui est très très bien. Par contre, ça veut dire que si on sort les poules des cages, on crée de nouveaux problèmes entre guillemets pour les éleveurs. On règle un problème d'un côté, mais on en crée d'autres de l'autre côté. Donc les poules qui sont sorties là aussi des cages, même si on parle d'œufs de consommation, d'œufs de table, c'est des poules qui vont avoir tendance elles aussi à pondre partout.
Et donc il faut cette partie un peu d'éducation qui demande un investissement quand même fort. Donc nous on parle bien-être animal, mais on aime bien parler pénibilité aussi pour les éleveurs et bien-être de l'éleveur aussi. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et du coup, c'est pour ça que ça a créé de l'intérêt finalement, parce que manifestement, il y avait déjà, il y a 2 ans, des éleveurs qui se disaient intéressés. Est-ce que justement, commercialement, les évolutions répondent à vos attentes ? Alors la grande surprise, c'est qu'on a été tout de suite très sollicité par l'étranger. Donc aujourd'hui, on fait à peu près 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger sur du grand export. Donc on a adressé une petite dizaine de pays en 10 mois. Donc on sait qu'on répond à une problématique qui est généralisée en fait dans la filière avicole. Et oui, il y a une forte attente et une forte demande. Avec cette semaine, un nouveau grand rendez-vous quelque part. Avec cette semaine, un nouveau grand rendez-vous au Space. C'est le 2e salon Bonne route à Spoutnik. En Europe. Oui, 2e salon en Europe. Bonne route à Spoutnik. Merci beaucoup Yann. On va passer du salon de l'agriculture à une ferme nordique. Elle est du côté de Pimpon et c'est Maïlène Villaverde et Benoît Levaillant qui sont nos guides. Alors ici, on va atteler les chiens à ce qu'on appelle une ligne de trait. On est en train de les démêler. C'est ce qu'on appelle l'attelage en tandem double. Quelques notions de base et déjà l'attelage prend forme devant des visiteurs prêts à vivre des sensations fortes. Devant chacun des traîneaux, Pascal et Marita Simon attachent 8 de leurs chiens en tenant compte des qualités de chacun. On se sert du gabarit, devant sont les chiens de tête et puis juste derrière les plus rapides. Sentant la course arriver, les huskies de Sibérie s'impatientent, tout comme les passagers. On est excités comme eux en fait. Ouais, on voit qu'ils sont un petit peu énervés, donc on verra bien ce que ça va donner. Pas d'inquiétude, avec Pascal à la conduite, il faut juste en profiter. L'homme est un musher, un pilote professionnel de chiens de traîneau. Pendant 15 ans, il a mené ses bêtes à travers toute l'Europe et a participé aux plus grandes courses existantes. Désormais, c'est dans la forêt de Brocéliande qu'il partage sa passion et visiblement, le public est conquis. Quand les chiens courent, on sent les petits secousses qui viennent sur terre, enfin sur la terre, tout ça, donc c'est vraiment super. Et c'est hyper agréable, on fait une bonne balade, on voit qu'il y a un peu de sensation quand même, qu'ils ont de la puissance, donc trop top. Et on ne pourrait pas travailler s'il n'y avait pas une complicité entre eux et moi, c'est certain. Les chiens le font parce qu'ils ont une complicité avec moi, parce qu'ils ont envie de le faire pour moi, avec nous. Mais s'il n'y avait pas ce partenariat, puis on vit ensemble toute la journée aussi, c'est un peu différent. Mais s'il n'y avait pas cette relation de confiance qu'ils ont avec moi, c'est sûr qu'ils ne le feraient pas aussi bien et aussi longtemps tous les jours. Après la balade en traîneau, le public est invité à rendre visite aux 3 reines de la ferme. Des animaux dont Marita, l'épouse finlandaise de Simon, est devenue la spécialiste. Les gens sont très intéressés. Et nombreuses personnes qui viennent nous voir, ils rêvent d'y aller, donc ça me fait vraiment plaisir. Si le Grand Nord et sa faune vous fascinent, sachez que la ferme nordique de Pimpon vous ouvre grand ses portes jusqu'au mois de décembre. Voilà une belle idée de promenade. Maintenant, on va évoquer un sujet sensible en cette rentrée, la souffrance de l'entrepreneur. C'est le titre du livre que vous avez publié, Marie Fèvre, avec 2 autres auteurs, Jean-Luc Douillard et Marc Bignet. Ça fait le buzz, et pour cause. Ça concerne beaucoup de dirigeants, et on ne le sait pas forcément parce que c'est un peu tabou, on va dire ça. On parle beaucoup de la souffrance des salariés, mais finalement, les dirigeants, on l'évoque assez peu. Vous avez, malgré le titre, qui n'est pas forcément très rigolo, vous avez envie de nous donner un message un petit peu positif. Expliquez-nous pourquoi. Parce que aujourd'hui, entreprendre, ça peut être un parcours du combattant. On en parlait avec Yann tout à l'heure pendant un des reportages. Et s'il y a effectivement une souffrance qui se crée, notamment au moment de la liquidation, il y a des entrepreneurs qui liquident, il y a aussi cette capacité à prendre en charge un projet, à le mener jusqu'au bout. Et c'est aussi source de beaucoup de bien-être, de qualité de vie. Voilà. Donc l'idée, c'était pas seulement de parler de ceux qui souffrent, même si l'idée, c'est d'alerter
sur ce qui se passe, et notamment de sensibiliser l'entourage pour repérer les signaux d'alerte, et ça on le verra tout à l'heure, mais ne pas résumer l'entrepreneuriat et entreprendre à de la souffrance. Alors, vous dites, même au stade du porteur de projet, parfois on tire la sonnette d'alarme en disant la personne n'est pas en capacité, vu son état de santé, de monter une entreprise. Ça, dès le stade, vous repérez dès le stade du porteur de projet. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit parfois des porteurs de projets qui arrivent, ils habitent tellement leur projet, ils n'en dorment plus, ils s'isolent, ils envisagent d'y mettre toutes leurs économies. Alors il faut voir en plus qu'avec le statut juridique que vous pouvez choisir lorsque vous entreprenez, lorsque vous montez une société de personnes, vous pouvez finalement presque tout perdre, puisque vous y mettez tout. Donc l'idée, c'est aussi de dire... l'entreprise, c'est bien, votre projet, c'est bien, mais ce n'est pas que vous, ce n'est pas votre identité à vous qui est en jeu. Et puis, de faire attention à des éléments tout simples, que sont la qualité de votre sommeil, la quantité de sommeil, ne pas s'isoler et puis de faire attention à son stress. Et ça, c'est aussi important quand... Ça se joue notamment avec le sommeil et le lien social. Parce que vous dites, la santé, c'est le premier capital immatériel, finalement. Ça paraît évident, mais on l'oublie vraiment trop. Cette question de l'entreprise, elle ne tient que sur la santé, finalement, de l'entrepreneur. Il aura beau avoir monté... je pense à Klaxoon qui a levé 50 millions de dollars. Et voilà, si jamais la santé ne devait pas aller, vous aurez beau avoir levé 50 millions de dollars, il y a un moment, ça suffira juste pas. Alors, justement, mais je crois que Mathieu Bocher va bien finalement. Il a l'air d'aller très très bien, mais bon, justement, effectivement. Évidemment. Alors comment repérer, parce que vous voulez vraiment insister sur la prévention ce matin, comment repérer un chef d'entreprise qui commence à dévisser, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des petits signes, on va être très concret, est-ce qu'il y a des signes vraiment qui doivent alerter l'entourage? Alors, dans les signes qui sont importants, il y a une consommation importante d'alcool, de tabac. Alors, si c'est quelqu'un qui fume déjà, voilà, l'idée, c'est d'une accélération de la consommation, une accélération également de la consommation d'alcool et autres produits. Les troubles du sommeil, ça, c'est... quelqu'un qui vous dit qu'il se réveille tous les jours à 3 heures du matin, c'est qu'il a quand même du mal à stabiliser son sommeil et qu'il est un peu tourmenté, si ce n'est plus. Et puis l'isolement, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui vous parle moins, qui a plus trop envie de voir les autres. Là, vraiment, on peut commencer à se dire il faut faire quelque chose. Et puis également une consommation, je dirais, de travail qui pourrait faire penser à une addiction au travail, c'est-à-dire un surinvestissement dans l'entreprise où, je vous le disais tout à l'heure, vraiment cette idée il y joue tout dans son entreprise. Là, l'entreprise, c'est sa vie. Voilà, là, c'est important de lui rappeler à quel point les autres sont importants pour lui, à déplacer un petit peu son centre d'intérêt. Et puis... Alors vous dites, la famille, on croit que c'est finalement le lieu où on peut repérer ça, mais ce n'est pas forcément les plus proches, l'entourage familial, qui vont repérer. Ça peut être au sein de l'entreprise, ça peut être l'expert comptable, par exemple. C'est ça, c'est-à-dire dans l'entourage, alors on sait que le conjoint est quelqu'un de très important, notamment pour le soutien moral, mais ce n'est pas automatiquement celui qui sera aussi le plus à même, ou en tout cas, il ne faut pas attendre que ce soit le conjoint qui voit tout. L'expert comptable, notamment quand le carnet de commandes ne se remplit pas, enfin voilà, quand sur le budget ça ne va pas, ça peut être quelqu'un effectivement qui peut procéder à l'alerte. Mais lorsque c'est un commerçant, le commerçant d'à côté, il a aussi tout son rôle et toute sa place pour lui dire non mais moi je t'ai dit, fais pas ta compta le soir, tu dors mal après. Ouais. Pas le moment. Et c'est quelle que soit la taille de l'entreprise où ça joue. Je pense à Thibot, vous êtes une entreprise en développement, vous n'êtes pas encore, j'imagine, très nombreux, vous êtes en mode start-up quelque part. Il y a d'autres, c'est des PME où on se dit, il y a 20, 25 salariés qui comptent sur moi. Est-ce que ça joue la taille sur... Alors, ce qu'on sait, c'est que plus la taille de l'entreprise est petite et plus cette place du capital immatériel de santé est importante. Inévitablement, ça...
Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que lorsque l'entreprise est plus importante, et notamment lorsqu'il y a des salariés, lorsque les difficultés arrivent et qu'il faut licencier un salarié, là, ça peut être le déclencheur de la chute. C'est vraiment un élément très, très important qui peut précipiter le chef d'entreprise dans ce qu'on appelle la règle des 3D qui se met malheureusement en place, divorce, dépression, dépôt de bilan. Je ne dis pas que c'est systématique, on est d'accord. Hein, c'est beau ça. Je ne dis pas ça. On a une patate ce matin. Vous avez une petite boîte, moi aussi, je pense qu'on va se pendre. On va acheter deux corps. Non, c'est vraiment pas le but. L'idée vraiment, c'est de dire... surinvestir l'entreprise, notamment penser qu'en travaillant beaucoup, ça permettra de sauver l'entreprise ou en tout cas de la faire vivre, c'est un leurre. Il faut s'accorder beaucoup de temps pour soi lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on veut que l'entreprise marche, et il faut prendre soin de sa santé. Voilà. Si tu vois que tu as une addiction aux gaufrettes, tu y penseras. Ou au macaron, jusqu'à en mettre sur sa chemise. Comme ça déjà, tu maintiens la santé. Oui, ce sont des macarons. Merci Marie-Claire. On évoquera tout à l'heure tous les témoignages que vous avez reçus et puis les dispositifs d'aide qui existent, parce que voilà, on est dans un message positif quand même ce matin, malgré tout. Olivier, je me tourne vers vous justement. Vous êtes notre expert conso et ce matin, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair dans nos assiettes. Comment choisir nos aliments? Une question évidemment qu'on est nombreux à se poser. Eh bien, ce sera possible grâce à notre téléphone, et c'est déjà d'ailleurs possible. Et puis, en ce moment, grâce également à un logo qui s'appelle Nutri-Score, un étiquetage voulu par le gouvernement qu'on ne connaît pas très bien parce qu'il est encore rare dans les rayons des supermarchés. Alors, regardez ce reportage. Dans les rayons de supermarchés, c'est une petite étiquette multicolore difficile à trouver et surtout méconnue. Nutri-Score? Non, ça ne me dit pas grand-chose. Ah oui, non, je ne connais pas du tout. Même cette mère de famille, qui pourtant scrute chaque étiquette à l'aide d'une application pour choisir ses aliments, ne connaît pas le logo Nutri-Score. C'est C. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Vous avez une idée? Non, pas du tout. Un logo pourtant explicite. 5 couleurs, 5 lettres de A à E pour noter la qualité nutritionnelle des plats. Trop salé, trop sucré, trop gras. Mais cet étiquetage est facultatif. Depuis 6 mois, seules 50 marques françaises l'ont apposé. Comme cette grande enseigne de distribution qui a commencé à étiqueter les produits de sa marque. Ce que nous allons faire, c'est étiqueter les 4500 produits alimentaires d'Auchan. Et donc évidemment, ça nous oblige à retravailler certaines recettes pour justement viser la note B et plutôt la note A et avoir une meilleure qualité nutritionnelle. Pour les concepteurs de l'outil, le bilan est mitigé. Ils dénoncent ceux qui ne jouent pas le jeu. On peut se dire, c'est que peut-être que les entreprises qui ont décidé aujourd'hui de ne pas participer, ou même qui proposent un logo alternatif, ont peut-être des choses à cacher aux consommateurs. Et donc celle-ci, c'est aux consommateurs de prendre la décision et de dire si oui ou non ils préfèrent le Nutri-Score ou pas. Le Nutri-Score a été lancé en 2017 par le ministère de la Santé. La note est donnée par un organisme indépendant. Alors, ce logo, Olivier, n'est pas obligatoire, c'est le tout début. Du coup, vous nous conseillez de décrypter finalement nous-mêmes l'étiquetage. Ou en tous les cas, vous pouvez désormais aller beaucoup plus loin que quelques lettres sur le packaging grâce à cet objet qu'on a quasiment tous. Ça s'appelle un smartphone. Et donc, du coup, vous pouvez avoir le contenu du produit, quand bien même vous êtes devant le rayon, puisque cet outil est totalement mobile et nomade, donc ça vous permet de savoir avant d'acheter, et donc éventuellement d'acheter ou de ne pas acheter. Voilà. Alors concrètement, ça fonctionne comment ? Alors c'est très simple, donc vous téléchargez une application, comme vous le feriez pour n'importe quel type d'application. D'ailleurs Stéphane l'a déjà fait. La prochaine fois, Laurence, que vous ferez vos courses, vous aurez l'application. Vous prenez un produit, vous le scannez, c'est-à-dire sur le code barre, sur le code barre qui est un peu sa carte d'identité, et automatiquement, en un instant, vous aurez les différentes caractéristiques de votre produit. Vous voulez m'assassiner? S'il y a par exemple des sucroesters de matière grasse, au lieu de faire le malin avec ça, essaye de savoir ce que c'est. S'il y a des sucroesters de matière grasse dans votre barre de céréales, par exemple, eh bien, vous le saurez avant d'acheter. Vous avez la liberté de l'acheter, il n'y a pas de problème, mais au moins, vous le saurez. Et donc, vous saurez s'il y a de l'aspartame dans les produits light, vous saurez s'il y a des colorants, des épaississants, des matières grasses hydrogénées, que sais-je encore. Donc, grâce à ces applications, on vous dit en fait en un instant s'il y a ces fameuses substances controversées et plus généralement, quel est l'intérêt nutritionnel
des produits que vous vous apprêtez à acheter. Alors, quelle est la différence avec le fait de lire la liste des ingrédients? Alors, effectivement, tous les produits alimentaires, c'est une obligation, ont une liste d'ingrédients. La difficulté, c'est que si vous n'êtes pas un nutritionniste, c'est que vous avez du mal à la décoder et à la décrypter. Et donc, ces applications, elles font le travail pour vous. Si vous achetez, par exemple, des bonbons, vous avez des colorants dans tous les bonbons. Vous allez peut-être trouver du E100 ou du E107. Dans les colorants, ça s'appelle comme ça. Je vous mets au défi de savoir lequel sur les deux que je vous ai cités est nocif. Parce qu'un seul des deux est nocif, l'autre n'a pas de danger. Donc le E107, c'est du dioxyde de titane, et ça c'est nocif ou considéré comme tel. Et le E100, c'est de la curcumine, et c'est considéré comme absolument sans danger. Voyez bien que ces applications vous aident à aller plus loin que le simple libellé que vous ne comprenez pas toujours. Donc oui, il y a la liste des ingrédients, mais surtout il y a le décodage. Voilà. Alors vous avez évoqué des applications. Quelles sont-elles? Oui, parce qu'il y a plusieurs applications où en fait il y en a une et toutes les autres, parce qu'en fait, il y en a une qui est une archi-star de ce monde-là, elle s'appelle Yuka, elle a déjà été téléchargée 5 millions de fois, notamment ici par Stéphane, et donc ça ne veut pas dire qu'il y a 5 millions d'utilisateurs, hein, ça veut dire qu'au moins quelqu'un l'a téléchargé, parce qu'après, on ne s'en sert pas en permanence. Vous en avez d'autres, vous avez ScanUp, vous avez Scanit, et puis vous avez une petite dernière qui vient d'arriver la semaine dernière, vous avez peut-être vu d'ailleurs de la publicité à la télé ce week-end pour elle, elle s'appelle Y'a quoi dedans, elle a été proposée par les magasins U, et qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, qui le revendiquent. La nuance, c'est qu'ils sont à la fois juges et parties par moment, puisqu'ils vendent des produits, mais en tous les cas, grâce à ces magasins-là, qui vont faire évidemment beaucoup de pubs dans les magasins, ça va encore gagner en importance, et les téléchargements de Y'a quoi dedans, mais comme probablement de toutes les autres, vont encore progresser. Elles interrogent les mêmes bases de données? Alors c'est ça l'originalité. D'où viennent les informations? Voilà, c'est que si vous avez déjà qu'un produit sur deux qui est renseigné quand vous scannez en magasin, vous allez vous lasser. Donc il est important qu'il y ait une base de données qui comprenne tous les produits. Et ce qui est savoureux, c'est que toutes les applications vont chercher l'information au même endroit. C'est une base qui s'appelle Open Food Fact, qui est totalement ouverte. Il y a plus de 350 000 produits qui sont déjà référencés à l'intérieur. Et donc, quelle que soit l'application que vous utilisiez, ils iront chercher la même information d'origine. D'accord, ça c'est rassurant. Donc elles donnent toutes finalement le même résultat? Eh bien non, parce que c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que si tout le monde a la même information, toutes les applications ne vont pas mettre le curseur au même endroit sur ce qu'elles pensent être votre intérêt. Mais alors il faut télécharger toutes les applications? Le nutritionnel ou alors les ingrédients controversés. La plus complète et la plus sévère, et donc celle qui va vous faire flipper le plus, c'est Yuka. Donc si vous voulez vous faire peur, vous téléchargez Yuka. Si vous voulez démarrer tranquillement, vous prenez Y'a quoi dedans des fameux magasins U, parce qu'elle a l'avantage d'être un peu plus light et un peu plus légère. Donc, et puis si vous êtes joueur, vous téléchargez les deux et vous cherchez les différences. Il y a moyen de vous occuper pendant les longues soirées d'hiver qui nous arrivent. Ça, on mettra plus que 4 heures pour faire les courses. C'est ça, oui, éventuellement. Merci beaucoup Olivier et Stéphane. On va maintenant retrouver Catherine Bossard pour le débriefing de cette première partie d'émission. Vous savez quoi, Catherine? Je pense que je vais vous scanner pour voir. Alors attendez. Oui. Ça c'est. Alors voilà. Alors 100% bonne humeur, 100% talent, 100% gentillesse. Voilà quoi. Merci. Que des bons ingrédients, c'est sûr. On va voir. Et là, vous allez voir. En plus, je serai utile ce matin puisque je vais vous permettre de booster les ventes du Spoutnik s'il y avait besoin, avec des usages additionnels auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Utilisez Spoutnik pendant les manifestations, par exemple, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou des organisateurs, pour peut-être accélérer un peu le mouvement d'une marche ou d'une manifestation, voire même peut-être compter les manifestants, on va voir. Vous pouvez aussi, quand vous avez un refuge ou avec vos propres chiens, les mettre en attelage devant Spoutnik pour les promener, pourquoi pas à votre place. Et également, si votre ado se traîne un peu le matin, vous allez pouvoir le pousser. Alors attendez, ça fait du bruit. Oula! Voilà, pour le réveil. Et vous allez pouvoir le pousser jusqu'à la salle de bain et peut-être jusqu'aux portes du collège pour éviter l'absentéisme scolaire, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre propre Spoutnik à la maison. Voilà, je l'éteins quand même au cas où. Vous êtes une vraie fusée, c'est incroyable. Bon, allez. Merci Catherine. Tout à l'heure, on retrouvera Solène Bohennec pour le musée Bigoudin et vous verrez que les Bigoudens étaient de vrais fashionistas à leur époque. Tout à l'heure, vous attend le journal présenté par Éric Pinault sur France 3 Bretagne, évidemment. Nous dresserons le portrait de Richard Ferrand qui tient la corde pour accéder au poste de président de l'Assemblée nationale. Et puis nous reviendrons sur les débouchés économiques et médicaux des algues. Je pense que sur Yuka, ça doit être pas mal noté. Et puis à quelques semaines du départ de la route du Rhum, nous découvrirons un bateau accompagnateur ultra connecté. Voilà. Allez, il est aussi ultra connecté, notre ami Billy. On va le retrouver tout de suite à la SPA de Rennes. Billy. Alors Laurence, nous sommes là de retour avec notre petit loulou. Il s'appelle Lef.
c'est ça? Oui, c'est ça, c'est D'accord, donc moi j'ai perdu Jennifer parce que là elle est en train de faire de l'éducation avec le petit loulou. Alors ce petit bonhomme Lef, il a quel âge? Il a à peu près 4-5 ans. D'accord, 4-5 ans. Donc apparemment il est assez calme, bien obéissant quand tu as une petite croquette dans la main. Il a beaucoup évolué, c'est un chien qu'on a récupéré qui était squelettique, voilà, qui avait vraiment pas eu une très oui. belle vie auparavant. Là il a bien récupéré, hein, Doudou, hein. T'as mangé bien ici. Chaton. Hein. Voilà, ta papate. Et du coup alors est-ce qu'il aime les chats, les autres chiens, comment Alors, il est? les autres chiens, on est vraiment en cours de socialisation. C'est vraiment un peu son défaut, on va dire. Voilà. Okay. Mais ça va de mieux en mieux. Il a appris à plus être réactif en laisse. Okay. Assis-toi, chaton. C'est ça. Assis. Ouais, c'est bien. Et avec les chats? Et avec les chats, on évitera aussi. D'accord. Donc une maison, un appartement? Peu importe, du moment qu'on lui consacre du temps. Okay. C'est vrai que c'est un chien qui a besoin d'avoir l'attention qu'il n'a pas eue auparavant. Il est très joueur. Oui, il est hyper câlinou. Hein. Et puis très joueur aussi. Eh bien écoutez, ce petit bonhomme Lef, il est là, ici. Et puis écoutez, il y a plein d'autres petits chiens aussi à découvrir. On va se retrouver tout à l'heure. Et tout à l'heure, on va pas remontrer un chat. Pour une fois, on va vous parler des autres refuges. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy, merci beaucoup. On va revenir vers vous, Marie Fèvre. Vous avez eu beaucoup de témoignages, évidemment, hein, pour élaborer ce livre avec Marc Bignet et Jean-Luc Douillard. Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier dans ces retours d'expérience? Alors, ce qui nous a marqué en particulier, c'est que lorsque l'entrepreneur a beaucoup souffert et qu'il est passé, qu'il a eu des idées noires et qu'il s'en sort, il a envie d'aider les autres. Et on n'a pas eu mal du tout à avoir des témoignages. Ça, je trouve que c'est important de le signaler parce que ce tabou, il viendra aussi sûrement de tous ceux qui en parleront pour dire moi aussi j'ai été mal et la perte de mon entreprise m'a mis dans un état, m'a déstabilisé complètement. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que avant la question de la liquidation, ceux qui sont déjà pas trop bien, puissent également en parler pour qu'on évite la grande pente vers les idées noires. Ouais. Ça va plus ou moins vite. Vraiment, le dépôt de bilan, la liquidation, c'est le moment de crise. C'est pour ça qu'il y a APESA. Notamment. Alors ce dispositif d'aide, expliquez-nous un petit peu quelle est justement cette structure. Alors ça a été créé par Marc Bignet, qui est greffier au tribunal de commerce de Saintes et qui voyait du coup des chefs d'entreprise se succéder et puis assister impuissants à leur mal-être avec des mots très forts qui étaient prononcés. Donc, on a décidé que c'était positif. Ouais. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez bien ce que ça peut être. Et qui ne supportait pas de ne rien faire. Donc, il a cherché qui pouvait l'aider. Il a rencontré Jean-Luc Douillard, qui est le coordinateur du pôle de... Enfin voilà, qui s'occupe de la prévention du suicide, en particulier chez les adolescents. Et ils ont réfléchi ensemble comment ils pouvaient faire. Et ce qui est clair, et ce qui est aussi scientifiquement prouvé, on va dire, hein, avec toutes les études sur la prévention du suicide, c'est qu'il est important de former des sentinelles. C'est-à-dire de sensibiliser tout l'entourage pour qu'eux fassent le repérage de ces fameux risques suicidaires qu'on a vu tout à l'heure et puissent déclencher la prise en charge. Parce qu'il est évident d'une chose, c'est que lorsque vous souffrez, vous ne pouvez finalement pas appeler. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous tende la main. Ça, c'est finalement, il devait y avoir un message à ce livre, c'est n'attendez pas que quelqu'un qui souffre vous dise qu'il souffre. C'est aller au-devant de lui et n'ayez pas peur. On a peur souvent de poser la question quand on voit quelqu'un ne va pas bien. Il ne faut pas hésiter justement à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. C'est Jean-Luc, hein, dans l'ouvrage qui passe en revue toutes les idées reçues, toutes les croyances sur le suicide. Non, parler du suicide, nommer le suicide à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas le précipiter vers le suicide. Donc parler aussi de l'entrepreneur qui ne va pas très bien avant ces questions même de liquidation, eh bien ce n'est pas nécessairement le précipiter, c'est peut-être lui dire « j'ai vu que tu n'allais pas bien, je t'ai entendu, j'ai compris. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment tu vas t'en sortir ?» Est-ce que le médecin généraliste peut avoir également un rôle à jouer important dans ce rôle de sentinelle, on va dire ? Mais je dirais tout le monde, en fait. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je suis très contente que vous m'invitiez ce matin. C'est que vous, pas seulement moi, tout le monde, oui, le médecin généraliste, qui, quand il les voit pour le renouvellement du certificat pour le médical pour le club de foot, par exemple, ou autre, mais
Mais pas seulement, c'est aussi l'ami d'enfance, le voisin, enfin voilà, c'est tout le monde, le père. Après, il faut savoir quoi faire. Enfin, est-ce qu'il existe justement aussi, c'est là que le dispositif on repère peut intervenir. quelque chose, etc. Et derrière, c'est quoi? C'est ce dispositif, par exemple? Il y a APESA qui est accolé aux tribunaux de commerce. Sur le secteur ici, c'est Rebond 35. Je ne sais pas si vous les connaissez. L'association fondée par Jean-Loup Péguin, et il y en a maintenant, heureusement, de plus en plus d'associations. APESA est une structure nationale soutenue par un grand nombre de partenaires. Marc va régulièrement dans les instances notamment de gouvernance à l'Assemblée nationale pour en parler. Donc c'est celle qui est la plus visible. Et puis aujourd'hui, ce sont l'immense majorité des tribunaux de commerce qui sont ralliés à APESA. Je ne connais pas très bien les chiffres là-dessus. Marc et Jean-Luc m'en voudront peut-être quand je dis l'immense, mais en tout cas, je sais que c'est un très grand nombre de juridictions qui sont aujourd'hui et qui, au moins sur cette période difficile de la liquidation, ou en tout cas de la sauvegarde, sont là pour faire l'alerte. Est-ce que c'est plus difficile quand on est chef d'entreprise de se faire aider? Parce que justement, il y a cette notion d'autonomie à laquelle l'entrepreneur tient souvent, l'indépendance. Alors, c'est un peu tabou quand même, le mal-être chez les chefs d'entreprise. Est-ce que c'est plus difficile qu'un salarié? Je ne me permettrai pas d'avoir ce type de jugement. Quand on souffre, de toute façon, il n'y a pas d'échelle de niveau dans la souffrance. C'est plus difficile pour le chef d'entreprise parce qu'il est vraiment victime de cette image de héros, presque de super-héros, où il doit être partout. Ce qui n'est pas totalement faux non plus. Quand vous montez votre boîte, vous avez une idée. On a vu avec Yann, ils avaient une super belle idée. Mais derrière, vous devez aussi vous improviser commercial, alors que vous n'êtes pas, ce n'est pas nécessairement votre métier. Un peu de compta quand même si vous avez un expert comptable qui vous suit. Si vous embauchez, vous vous retrouvez manager. Et c'est un peu Shiva, le chef d'entreprise. Ouais. Il se met à être obligé de faire plein de métiers. Plein de fonctions, plein de missions qu'il n'avait pas nécessairement prévu de faire ou pour lesquelles il n'est pas nécessairement bon. On le voit aussi chez les artisans et les commerçants. Chez les artisans, c'est flagrant. Un artisan, il est là pour son cœur de métier, pour sa passion, et pas nécessairement pour se remettre à gérer des clients, des fournisseurs qui sont de plus en plus exigeants, qui veulent des applis pour leur devis, tirer les prix, etc. Voilà. Donc un message d'espoir malgré tout. Il existe des dispositifs d'aide pour les entrepreneurs. Donc ne pas hésiter à y faire appel. Voilà, le message est passé auprès de nos téléspectateurs. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, entreprendre, c'est pas nécessairement souffrir. Voilà, ça on va quand même terminer là-dessus. On va le rappeler. Rappelons-le. Je vais le noter. Rappelons-le. Entreprendre, ça n'est pas sinon on en parle ensemble, si vous voulez. Voilà. Ça va très bien, merci. Et en tout cas, sachez donc qu'il existe ce dispositif national APESA et Rebond 35 en Ille-et-Vilaine, et puis tout un tas d'autres associations, évidemment, dans toute la Bretagne, bien entendu. On les retrouve sur la plateforme d'APESA, évidemment. Merci. On va maintenant, pour s'aérer un peu, justement, faire une petite balade au fil de la Rance. C'est ce que vous proposent Nathalie Rossignol, Catherine Basile et Thierry Breillet. C'est au pied des remparts de la ville médiévale de Dinan que débute notre balade, à bord du bateau de la Maison de la Rance, en compagnie d'Amaury, guide naturaliste. Bienvenue à bord de notre embarcation Pépin Sonnant. Ici, la Rance, on est sur la partie fluviale, qu'on appelle aussi la Rance canalisée, de Évran jusqu'au barrage du Châtelier. Une partie canalisée au début du 19e siècle, à l'époque où des tonnes de fret étaient encore transportées par bateau, à l'image du bois nécessaire à la fabrication de cagettes de cette entreprise familiale installée ici depuis plus d'un siècle. Ici, sur le chemin de halage, autrefois tracté par des chevaux, les chalands allaient emmener des troncs de peupliers principalement pour être débités par l'entreprise normande. Depuis, les chalands ont été abandonnés au profit des semi-remorques et des navires de plaisance. Les oiseaux, eux, ont gagné en quiétude. Vous pouvez apercevoir le héron cendré, là, qui est peut-être un poste de repas. Il peut passer de longues heures en restant immobile aussi pour aller chasser ses proies. Nous arrivons ici sur la plaine de Tadin, un espace de tranquillité pour de nombreux oiseaux, notamment chez les canards qui viennent passer l'hiver en grande partie sur cette plaine remplie d'eau.
La Rance, un sanctuaire de la vie sauvage où plus de 200 espèces d'oiseaux ont été recensées, dont une trentaine nicheuses. Ah ouais, alors ici super, on a un couple de canards, le tas d'ornes de Belon qui vient de passer à l'instant. Traverser le port de Livet et une fois franchi l'écluse du Châtelier, finit l'eau douce. La Rance retrouve là le rythme des marées. Comme le Moulin du Prat où la roue tourne à nouveau depuis 2006, après plusieurs années de restauration. « 15% des moulins à marée se trouvent sur la Rance, tout simplement parce que c'est en Rance qu'on a le marnage, c'est-à-dire la hauteur d'eau entre marée basse et marée haute les plus importants de Bretagne. Les moulins, chaînon essentiel de l'activité économique de la Rance. Pour le grain, certes, mais également pour faire fonctionner les scieries, les forges ou les tanneries. Une époque que résume pour nous Yves Castel, un passionné des lieux. La Rance était une grande route industrielle, jusque, disons, la Révolution française. Le port de Dinan était l'arrière-port de Saint-Malo et on exportait par exemple vers les pays du Nord aussi bien des blés, des laines, des toiles finies, des fers finis, puisqu'on produisait des fers ou des armes. Alors tout ça a commencé dès le début du Moyen-Âge. Yves Castel nous dévoile ensuite une activité méconnue des rives de la Rance au XVIIIe siècle. L'exploitation de marais salants, comme derrière Saint-Suliac ou à Mordreux. On faisait rentrer à marée haute de l'eau de mer, on attendait qu'elle disons, s'évapore en partie, on en faisait rentrer d'autres et ainsi de suite, jusqu'à avoir une couche de sel intéressante pour l'exploitation. Et puis dans chaque anse du fleuve étaient installés des chantiers navals. On y construisait des bateaux de pêche, notamment pour Terre-Neuve, ou même des navires de guerre. Le chantier du domaine de Montmarin fut certainement l'un des plus importants du XVIIIe siècle. Moins de 200 ans plus tard, c'est à quelques encablures de là que fut construit le barrage de la Rance et son usine marémotrice, transformant la physionomie d'un estuaire façonné par les plus grandes marées d'Europe. C'est mon pays natal, je suis né le long de la Rance, ma femme est née le long de la Rance, et j'y suis très bien. C'est un très beau pays, c'est le pays, c'est un paradis sur terre. Un avis que partage semble-t-il ce Vaumarin qui depuis 18 ans a élu domicile du côté de Mordreux. Magnifique reportage signé donc Nathalie Rossignol, Catherine Bazillet, Thierry Bréillet. Ouais, super coin à naviguer. Très joli. Un petit peu traître, hein, parce qu'effectivement la marée descend vite et puis on peut se retrouver envasé comme ça. Alors c'est très joli vu d'en haut, vous avez vu avec les drones, on dirait un tableau ou une photo spatiale, mais bon voilà, c'est un peu piégeux, c'est magnifique. C'est vrai, mais c'est très très joli. Allez, on va maintenant parler de Bigouden avec Solène Bohennec. Vous êtes responsable du musée Bigouden de Pont-l'Abbé. Et avec vous, on va parler chiffon, mais alors très très joli chiffon, hein, puisque votre musée consacre en ce moment une exposition qui brise de sérieux préjugés sur les Bigouden. On en a une image, il faut bien dire les choses, un peu archaïque, ringarde, alors qu'en fait, eh ben, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'était un petit peu l'idée qu'on voulait détricoter, c'était montrer que ce qu'on appelle aujourd'hui le costume bigoudin, mais même breton d'une manière générale, était en fait une autre manière de se vestir et qui était tout autant dans le temps que les modes citadines. Alors aujourd'hui, puisqu'on a encore une bigoudaine qui la porte, mais au XVIIIe et au XIXe, c'est ces périodes-là sur lesquelles on portait nos recherches depuis l'an passé. Alors il y a des carnets de voyage qui les présentaient carrément comme des sauvages. Hein. Oui, comme des populations qui étaient arrêtées dans le temps, une espèce d'isolat. Voilà, et on invitait les voyageurs à venir en pays bigoudin pour voir les tempêtes à Pinmar, pour voir les ruines, les mégalithes, et puis un petit peu ces sauvages comme ça, habillés. C'est cet exotisme qui a fait venir tous ces peintres. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Alors ce costume, dites-nous tout, qu'est-ce qui l'a influencé finalement ? Alors, en premier lieu, effectivement, on se vêt avec ce qu'on a comme marchandises. Voilà. Et donc, la clé de tout ça, c'est un peu les marchands pont-labbistes qui ont eu la chance d'avoir un petit port de fonderia et d'avoir une petite région qui était considérée comme un grenier à grains de la Bretagne, en fait, et qui a permis aux marchands de s'enrichir. Et ces marchands, ces riches négociants, ont pu, par là même, faire venir beaucoup d'étoffes, beaucoup de matériaux
matériaux différents et avec ça habiller ensuite les bigoudins. Alors ces costumes, donc on les doit aux échanges commerciaux. On va voir concrètement ce que ça donne avec un tableau et une bigoudaine. Alors on va voir ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette tenue, Solène? Oui, on est au milieu du 19e siècle. On est dans les années 1840-1850. Alors une tenue d'apparat, évidemment, les peintres sur cette période se sont attachés à ces manières de se vêtir-là, mais on remarque une multitude en fait de rubans sur les bords des manches, des rubans fonctionnels en attache de tablier, un très beau tablier en soie certainement, des draps de laine bleu marine, noir, des broderies rouges, enfin voilà, et tout ça on ne le produit pas en Bretagne. Alors d'où elles viennent ces marchandises? Tout ce qui va être drap de laine, donc tout ce qui va faire vraiment la base du vêtement, on les fait venir notamment du sud, notamment de Montauban. Voilà, on était tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, on était vraiment attachés aux productions montalbanaises. Et puis à la fin du XIXe siècle, on bascule vers Elbeuf plutôt. Voilà, mais on a différents producteurs. On a après toute la rubannerie qui est plutôt stéphanoise. On le voit sur les bonnets. Donc une rubannerie stéphanoise. De Lyon, on a aussi des productions certainement suisses qu'on importe très tôt, dès le XVIIIe. Ça vient vraiment de loin. Donc, du coup, quand vous parlez de Montauban, c'est Montauban dans le sud ou Montauban de Bretagne? Montauban dans le sud. D'accord. Ouais. Par contre, il y a comment Tarn-et-Garonne, exactement. Oula, attention. Heureusement qu'Olivier. Vous êtes sur ma zone de confort. Oui, c'est ce qu'on veut. Par contre, il y a quand même quelques rares productions de toiles qui viennent de Bretagne. Oui, on produisait des toiles. Alors des toiles pour le vêtement, dans nos recherches, on a retrouvé des toiles de Quintin, des toiles du Léon. Voilà, donc on sait qu'on a une production de Pontivy, on a une production de toiles. On a aussi des matériaux un peu plus grossiers qui étaient aussi produits, tout ce qui était berlinge, ce genre de choses. Et tout le reste, en pays bigoudin comme ailleurs en Bretagne, on importait nos matériaux et pas avec une génération de retard. On était directement dans le temps, en fait. Dans le temps. Alors c'est ça, en fait. On était dans l'ère du temps. Donc finalement, ils étaient à la mode, les bigoudins et les bigoudaines. Oui, ils étaient à la mode. À quelle mode? À une mode importée de Paris ou à la mode de chez nous, comme on dit? Ils étaient avec des matériaux importés. Ils avaient l'accès, effectivement, alors notamment dans nos villes où il y avait effectivement des échanges denses. On avait les mêmes matériaux qu'ailleurs. Et puis après, ils ont développé ce que moi j'appelle un autre possible vestimentaire, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les modes citadines qu'ils connaissaient, parce qu'à Pont-l'Abbé, on retrouvait les deux vestiaires. On avait les femmes qui étaient avec des grandes robes d'indiennes, enfin, qui n'avaient pas à rougir des modes des grandes villes. Et on avait toute cette communauté rurale qui avait une autre façon de se vêtir, voilà, un autre possible vestimentaire, mais qui n'était pas en retard, qui était voilà, une autre manière de s'habiller. Alors, même dans les années 60, on pousse loin quand même sur les costumes bigoudins, tout. Je pense que c'est justement le fait d'avoir toujours modernisé leurs vêtements qui fait que même dans la deuxième moitié du XXe siècle, elles se sont toujours considérées comme étant, encore une fois, dans le monde et pas en dehors. Elles ont raccourci leurs jupes comme tout le monde, elles ont fait des coiffures incroyables comme tout le monde, et puis elles ont allégé leurs matériaux. C'est des matériaux complètement... Les femmes citadines ont les mêmes matériaux, mais voilà, sur d'autres coupes. Elles ont gardé leur coupe de leur communauté, mais elles ont des matériaux très légers, des choses complètement dans le vent, des colliers, des chaussures incroyables, enfin. Et jusqu'à un imprimé léopard. Alors attention, ça rigole pas. Eh bien écoutez, merci beaucoup Solène Bohennec d'être venue nous présenter cette belle exposition qui se tient jusqu'au 4 novembre au musée Bigoudin de Pont-l'Abbé. Et l'exposition s'appelle « Les bigoudins marchands et faiseurs de mode ». Tout est dans le titre, voilà. Merci à vous. On va maintenant retrouver notre ami Billy à la SPA de Rennes. Tout de suite, Billy. Est-ce qu'il est en imprimé léopard ou pas? On va voir ça. Alors oui, effectivement, Laurence, nous sommes là toujours au refuge de la SPA de la route de Lorient, à Rennes. Mais alors attention, on voulait parler de ça, il n'y a pas que la SPA de la route de Lorient de Rennes, il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein d'autres. Alors en Ille-et-Vilaine, on a quoi autrement? Alors, il y a Vitré, Châteaubourg, on a Redon et Rennes. Et Rennes. Donc il y a 4 en Ille-et-Vilaine. Oui, 4 refuges en Ille-et-Vilaine. Est-ce qu'on en a dans le Morbihan? Alors dans le Morbihan, on a un Zinzac et Plouhinec. Ok, un Zinzac, Plouhinec dans le Morbihan. Et alors, sinon, dans le 22, je crois qu'il n'y en a pas. Et dans le 29, donc dans le Finistère. Donc là, on a Crozon et Quimper. Crozon-Quimper. Alors là, bravo Jennifer, elle connaît tout par cœur. Donc du coup, ici, quand on a le refuge de la SPA, il y a des chiens, il y a des chats. Mais est-ce qu'il y a d'autres refuges où il y a d'autres animaux?
Alors on a effectivement, ça nous arrive ici d'avoir des nacs, hein, c'est-à-dire des nouveaux animaux de compagnie, tels que des lapins. Ça peut arriver parfois qu'on ait des oiseaux aussi, hein, qui peuvent arriver de fourrière. Donc oui, après on a aussi le grand refuge qui accueille les équidés. Donc voilà, la SPA ne s'arrête pas aux chiens et aux chats, oui. D'accord, donc bon à savoir, il y a aussi donc les équidés. Et ça c'est spécialisé par refuge ou c'est un peu partout? Il y a vraiment un refuge qui est spécialisé dans les équidés. Après on est quand même, nous, tous spécialisés chiens et chats. Après voilà, on sait jamais, on peut avoir des lapins, des furets. Ça marche. Ça nous arrive aussi d'avoir autre que des chiens et des chats. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde, partout, dans tous les refuges. Il y a aussi sur chaque refuge une petite page Facebook, je crois. Oui, tout à fait. On peut aller voir les animaux qu'on propose à l'adoption. Donc voilà, notre travail ne s'arrête pas ici au refuge à Rennes. Il y a aussi toute la Bretagne qui est là. Donc il faut se mobiliser pour qu'il y ait de moins en moins de loulous ici dans les refuges. Allez, à la semaine prochaine et on présentera des petits chats la semaine prochaine, c'est promis. Salut! Il y a intérêt, Billy, parce que là, ça manquait, les chats, quand même. Allez, merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'est maintenant l'heure du débriefing de cette émission par Catherine Bossard, qui nous rejoint, non pas en tenue léopard, mais avec des petits pois. Oui, ouais, bonjour. Salut Laurence. Salut. Coucou. Voilà, bon, c'est votre chronique tendance de la rentrée, c'est normal. On parlait fashion. Bon, j'arrive faire une chronique fashion. Donc, pour les bigoudaines, c'est super ce qui se passe, le retour de la bigoudaine. Je vais vous donner un petit truc chez vous si vous voulez une petite coiffe bigoudaine et puis vous n'avez pas forcément de dentelle, etc. Vous pouvez, et là je vais me déplacer, vous allez voir, vous pouvez utiliser une petite canette que vous ne pourrez pas de toute façon, la mettre sur votre tête, voilà, peut-être l'enrober de quelque chose, donc voilà, que ce soit un soda, une boisson chocolatée, vous pouvez l'utiliser, ou un paquet de farine si vous voulez, l'essentiel c'est d'avoir de la hauteur et du volume. Ce qui est important aussi en tendance techno-consommation, c'est que les macarons, Olivier nous le montre, les macarons on les a sur les vêtements. Voilà, et pas dans son assiette. C'est-à-dire tout ce que vous allez vouloir manger, vous allez plutôt le mettre en imprimé. Par exemple, moi j'ai des pois, vous voyez. Je vois ça. Et puis Olivier a la chemise et, d'après ce qu'il a dit également, le caleçon macaron. Donc n'hésitez pas. Et puis manifestement, on peut le consommer. Apparemment, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, c'est Il est en vert. Chasse gardée. Chasse gardée. Très gardée. Oh, pardon. Très gardée. Ouh là là. Bon, attention quand même à ce que vous consommez. Donc voilà pour la tendance fashion. Maintenant, on a également santé, développement personnel aussi, beaucoup de tendances. Vous parliez des 3D, divorce, dépression, dépôt de bilan. Alors, il faut éviter les 5C. C'est con, c'est comme ça. C'est ce que vous nous dites, en fait. Et moi, je vous propose d'adhérer aux 5S, c'est-à-dire sourire, shopping, smoothie. Smoothie bio. La SPA et bien sûr Spoutnik. Oui, je vais essayer d'avoir une marge sur les ventes Spoutnik pour vous aider à faire votre jogging le matin, par exemple. Voilà, santé, bonheur. Voilà, la technique du phoque de la Rance. On se laisse glisser, on profite du jour. Voilà, Laurence. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir été à nos côtés. On rappelle cet ouvrage, La souffrance de l'entrepreneur, publié aux presses de l'EHESP. Et on garde le sourire et on se retrouve demain à 9h50. Il sera question d'apprentissage d'une langue étrangère, d'un vignoble breton en cours de création, de sport, de déco, d'emploi et d'éducation thérapeutique. Rien que ça. Allez, on ne va pas s'ennuyer. On vous souhaite une très belle journée. D'ici là, prenez soin de vous. À demain. Ciao, bye.